Monsieur le Président, il est important de noter que l'un des pays assis à cette table a publiquement et clairement affirmé qu'il voulait purement et simplement annexer notre propre pays, ce qui est inacceptable. Son président, le 16 décembre dernier, nous a exigé de lui remettre immédiatement nos terres, notre pétrole et nos minerais, sous prétexte qu'ils lui appartiennent. Il a déclaré que si nous ne respections pas son ultimatum, il déchaînerait alors la fureur de la plus grande armada de l'histoire contre notre pays. Monsieur le Président, nous sommes confrontés à un pouvoir qui agit en dehors du droit international et qui exige des Vénézuéliennes et des Vénézuéliens que nous quittions notre pays et que nous lui remettions notre fleuve Orénoque, notre lac de Maracaibo, notre île de Margarita, nos plages, nos rivières, nos plaines et nos montagnes. Dans le cas contraire, il exécutera une attaque armée qu'il annonce depuis des semaines. Il s'agit de la plus grande extorsion jamais connue dans notre histoire, d'un gigantesque crime d'agression en cours, en dehors de tout cadre rationnel, de toute logique juridique, de tout précédent historique. Mais il ne s'agit pas seulement du Venezuela, l'ambition est continentale. C'est ce qu'a exprimé le gouvernement américain dans sa stratégie de sécurité nationale, où il affirme que l'avenir de l'hémisphère lui appartient avec l'application de la doctrine Monroe au XXIe siècle, désormais marquée par le corollaire Trump. Notre libérateur Simón Bolívar l'avait déjà averti il y a 200 ans lorsqu'il a dit, je cite, « Les États-Unis semblent destinés par la Providence à inonder toute l'Amérique de misère au nom de la liberté. » Fin de citation. Nous alertons le monde, le Venezuela n'est que le premier objectif d'un plan plus vaste. Le gouvernement américain veut nous diviser pour nous conquérir morceau par morceau. Les États-Unis, qui furent un pays indispensable dans la construction des Nations Unies et dans la rédaction de leur charte fondatrice, sont aujourd'hui devenus un acteur qui cherche à s'imposer au détriment des droits fondamentaux de tous les États du continent américain, même au prix de la destruction des Nations Unies. Nous avons sollicité cette réunion en étant conscients que le gouvernement des États-Unis n'autorisera pas cet organe à approuver une décision qui freinerait son plan sinistre. Le monde doit savoir que le mois de novembre dernier, le gouvernement des États-Unis a été le seul à empêcher un accord de ce Conseil de sécurité visant à condamner les attaques contre des civils en haute mer, ainsi qu'à appeler à la désescalade, au dialogue et à la diplomatie. Le gouvernement des États-Unis empêche le Conseil de sécurité de remplir son mandat. Si en 1945, ce pays était une force au service du bien, aujourd'hui, il s'est transformé en un État qui menace le multilatéralisme et le droit international. Le monde doit savoir que la menace n'est pas le Venezuela, la menace est l'actuel gouvernement des États-Unis. Monsieur le Président, les assassinats dans la mer des Caraïbes et dans l'océan Pacifique, perpétrés par le gouvernement des États-Unis au cours des derniers mois, constituent une première preuve de son plan visant à imposer sa puissance dans la région, en flagrante violation du droit international et des droits de l'homme. Il s'agit de plus de 29 attaques qui ont fait plus de 101 victimes, des civils, des non-combattants, en l'absence de conflits armés, qui ont été froidement assassinés en violation de leur droit à la présomption d'innocence et au respect de la procédure régulière. Qu'il soit clair, une bonne fois pour toutes, il n'existe pas de guerre dans les Caraïbes. Il n'existe pas de conflit armé international. Il n'existe pas non plus de conflit armé non international. Par conséquent, il est absurde que le gouvernement des États-Unis tente de justifier ses actions en appliquant les règles du droit de la guerre. L'invocation de l'article 51 de la Charte des Nations Unies pour expliquer le terrorisme contre des civils déguisé sous l'argument de la légitime défense est une perversion du droit qui cherche à transformer de petites embarcations non armées situées à des milliers de kilomètres des États-Unis en prétendues exécutantes d'une attaque armée avec des armes de destruction massive. Il s'agit d'exécutions extrajudiciaires, d'homicides intentionnels, commis par une force militaire contre des civils non armés. C'est ce que nous avons affirmé devant ce Conseil de sécurité le 10 octobre dernier. Aujourd'hui,
Il est absolument clair que le gouvernement des États-Unis viole non seulement le droit international, mais aussi sa propre législation interne. Aujourd'hui, alors qu'il y a 4 fois plus de victimes, ils n'osent pas montrer les preuves audiovisuelles des assassinats, car cela révélerait leur cruauté et provoquerait une répulsion mondiale. Malgré cela, aujourd'hui, avec plus d'une centaine de victimes, le tueur qui rôde dans les Caraïbes affirme que ces crimes contre l'humanité n'ont pas de fin en vue. Monsieur le Président, le 16 décembre dernier, le président Donald Trump a déclaré publiquement ce qui suit, je cite, « Aujourd'hui, j'ordonne le blocage total et complet de tous les navires pétroliers sanctionnés qui entrent et sortent du Venezuela. » Fin de citation. Il s'agit de l'aveu d'un crime. Il s'agit précisément d'un crime d'agression par lequel le président des États-Unis cherche à faire reculer l'horloge de l'histoire de 200 ans pour imposer une colonie au Venezuela. Le 10 décembre, pour sa part, des unités militaires américaines ont violemment pris d'assaut, dans les eaux internationales des Caraïbes, un navire dédié au commerce international licite. Ils ont soumis et enlevé tout l'équipage et se sont illégalement approprié la cargaison de pétrole vénézuélien qui faisait partie d'une opération commerciale légitime et régulière. Il s'est agi d'un vol perpétré par la force militaire, ce qui constitue un précédent extrêmement grave pour la sécurité de la navigation et du commerce international. L'utilisation illégale de la force par un État pour commettre des vols en haute mer est pire que la piraterie. Car dans ce cas, il ne s'agit pas du vol planifié de navires commerciaux, ce qui met en évidence le niveau d'intentionnalité et la violation de leurs droits de navigation dans les eaux internationales, mais bien de l'annexion de facto de toute la mer des Caraïbes par une puissance navale. Ce faisant, en plus de violer le droit inaliénable du Venezuela à commercer légalement avec le monde, cela vise à nier le droit de tous les pays à commercer avec le Venezuela. Il y a seulement 3 jours, le 20 décembre, un second acte de la même nature a eu lieu lorsqu'un autre navire transportant du pétrole vénézuélien a également été intercepté par des forces militaires américaines dans les eaux internationales des Caraïbes. La cargaison a été volée et l'équipage a été enlevé. Ensuite, le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, a indiqué que ce type d'opération criminelle continuerait, tandis que le président Trump a déclaré qu'il garderait la cargaison volée. Je demande de quel droit le gouvernement des États-Unis s'approprie-t-il 4 millions de barils de pétrole vénézuélien? Ce prétendu blocus naval, c'est un acte essentiellement militaire qui vise à établir un siège contre la nation vénézuélienne, à dégrader son appareil économique et militaire, à affaiblir sa cohésion sociale et politique et à provoquer le chaos interne, dans le but de faciliter l'agression de forces extérieures, c'est-à-dire l'attaque armée. C'est ce qu'a affirmé le président Trump lui-même, qui viole en outre le droit à l'existence de tout le peuple vénézuélien, en leur refusant délibérément les moyens essentiels à leur subsistance. Monsieur le Président, le 29 novembre, le président Trump a déclaré, je cite, « à toutes les compagnies aériennes, considérez l'espace aérien au-dessus et autour du Venezuela comme totalement fermé. » Fin de citation. Cette déclaration a été mise en œuvre dans la pratique par une campagne de guerre électronique de la part des forces militaires américaines dans la région qui se sont consacrées à aveugler les instruments de navigation de tous les aéronefs civils qui transitent par l'espace aérien vénézuélien dans le but de provoquer un incident de sécurité. Les interférences électroniques dans les Caraïbes ont failli provoquer au moins 2 tragédies impliquant des avions civils américains, qui ont été à quelques secondes de percuter des appareils de l'armée de l'air de leur propre pays. Il convient de souligner que les avions civils impliqués ont décollé de Curaçao et d'Aruba, tous deux à destination du territoire américain, ce qui prouve que le danger généré par les forces militaires de ce pays vise ses propres citoyens. Cela affecte également l'espace aérien d'autres nations, comme celui des anciennes colonies néerlandaises. Il ne peut y avoir de doute
le gouvernement des États-Unis représente une menace pour toute la région qui a été déclarée zone de paix depuis 2014. Comme nous l'avons signalé dans cet organe le 9 octobre dernier, avec ce type de comportement auquel s'ajoute un ensemble d'incursions militaires non signalées dans la région d'information de vol de Venezuela, on tente de générer un épisode de confrontation directe, c'est-à-dire de fabriquer une provocation qui leur permette d'invoquer faussement l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Le gouvernement des États-Unis, l'agresseur, a besoin que son appareil de propagande le présente au monde comme la victime afin d'initier un conflit armé. Nous dénonçons cette dangereuse manipulation et nous assurons au monde que nous ne perdrons pas notre sérénité. Nous ne perdrons pas notre sérénité dans la défense de la paix de notre nation. Nous le répétons, la menace n'est pas le Venezuela. La menace, c'est le gouvernement des États-Unis. L'ensemble de ces faits avérés ne peut être considéré isolément. Ils doivent être compris comme un processus cumulatif d'agression qui augmente l'impact destructeur sur la nation vénézuélienne. Ils constituent des actes illégaux d'utilisation directe de la force armée contre une nation qui se trouve en parfaite paix et qui n'a aucun conflit avec les États-Unis. Ce Conseil de sécurité, malheureusement, peut perdre l'occasion de freiner les plans criminels du gouvernement américain en raison de la manière abusive dont le gouvernement des États-Unis exerce son pouvoir au sein de cet organe. Aujourd'hui, la ligne rouge a été franchie et le gouvernement des États-Unis porte une responsabilité internationale pour les agressions en cours. Monsieur le Président, nous sommes confrontés à une violation massive de toute l'architecture juridique internationale. Il s'agit d'une offense grotesque qui viole toutes les normes de la civilisation. Le gouvernement des États-Unis impose aujourd'hui le chaos et la destruction dans les relations internationales, de la même manière que l'ont fait les acteurs malveillants qui ont provoqué la Seconde Guerre mondiale. Les normes du droit international impératif, le jus cogens, qui sont incontestées dans le monde entier et font partie du patrimoine culturel de l'humanité, sont ignorées par le gouvernement des États-Unis. Parmi celles-ci figurent l'interdiction de l'agression, l'interdiction des crimes contre l'humanité et le droit à l'autodétermination. La Charte des Nations Unies, dans son article 2, établit des principes directeurs des relations internationales qui sont ouvertement violés par le gouvernement des États-Unis. Nous faisons référence au principe de l'égalité juridique des États, ainsi qu'au principe de l'abstention de l'usage ou de la menace de l'usage de la force contre l'intégrité territoriale et l'indépendance politique des États. La Déclaration universelle des droits de l'homme établit que tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. De même, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont les États-Unis sont partie intégrante, consacre la vie comme un droit inhérent à toute personne dont nul ne peut être arbitrairement privé. Cet instrument interdit par ailleurs la privation des moyens de subsistance à des peuples entiers. La Convention de Genève sur la haute mer, à laquelle les États-Unis sont également partie intégrante, établit non seulement le droit à la liberté de navigation, mais aussi qu'aucun État ne peut légitimement prétendre soumettre une partie de la haute mer à sa souveraineté, car celle-ci est ouverte à toutes les nations. La jurisprudence établie par les cours internationales confirme à son tour que les principes de non-intervention dans les affaires internes des États, d'abstention de l'usage ou de la menace de l'usage de la force et de respect de la souveraineté font partie du droit international coutumier, comme l'attestent des arrêts datant de 1986 à aujourd'hui. La résolution 1803 de l'Assemblée générale, relative à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, établit que la violation de ces droits est contraire à l'esprit et aux principes consacrés dans la Charte des Nations Unies. La résolution 2625 de l'Assemblée générale établit qu'une guerre d'agression constitue un crime contre la paix et engage la responsabilité, et que le territoire d'un État ne peut faire l'objet d'une acquisition par un autre État à la suite de la menace ou de l'emploi de la force. La résolution 3314 de l'Assemblée générale des Nations unies indique clairement que, qu'il y ait ou non une déclaration formelle de guerre, le blocus naval des ports ou des côtes maritimes d'un État souverain par les forces armées d'un autre État constitue indubitablement un acte d'agression caractérisé et inacceptable.
Bien qu'il ait des obligations juridiquement contraignantes à l'égard de tous ces instruments, le gouvernement des États-Unis les viole ouvertement et en toute impunité. Cependant, le gouvernement des États-Unis, qui se comporte comme un acteur irresponsable au sein de la communauté des nations, tente de convaincre le monde que la loi doit être strictement respectée par tous, sauf par le gouvernement des États-Unis. C'est cela l'idéologie de l'exceptionnalisme. Un État au-dessus des lois, un État au-dessus de tout le monde. Monsieur le Président, il est absolument clair que le problème n'est pas le Venezuela, le problème c'est le gouvernement des États-Unis. La transgression massive de la légalité internationale doit être comprise dans ses racines et, pour cette raison, nous devons démasquer les opérations de désinformation mises en place par le gouvernement des États-Unis à l'aide d'un gigantesque appareil de propagande pour justifier son agression contre un pays pacifique comme le Venezuela. Déjà en 2019, on a tenté d'imposer un dirigeant fantoche pour remplacer le gouvernement légitime du Venezuela et des opérations clandestines de sabotage des services essentiels ont été menées. Il y a également eu une attaque menée de l'extérieur, déguisée en aide humanitaire, plusieurs tentatives d'assassinat contre le président constitutionnel légitime de la nation, une invasion ratée avec des terroristes et des mercenaires, plusieurs tentatives de coup d'État, ainsi que des actions visant à paralyser la production pétrolière, auxquelles se sont ajoutées plus de 1000 mesures coercitives unilatérales. La nation vénézuélienne a résisté à cette opération criminelle de déstabilisation sous la direction du président Nicolás Maduro Moros, qui a été la cible des campagnes de propagande internationales les plus intenses jamais menées contre un chef d'État dans l'histoire de notre continent. Aujourd'hui, en 2025, face à l'échec de toutes les tentatives précédentes, certains groupes politiques aux États-Unis ont besoin d'une justification pour recourir directement à la force armée. Les récits élaborés par la machine de propagande ont été changeants, incohérents, mais surtout mensongers. Voyons les preuves. La campagne de haine a commencé aux États-Unis par une attaque contre toutes les Vénézuéliennes et tous les Vénézuéliens qui ont été désignés comme des ennemis étrangers, des envahisseurs et des terroristes. Les membres du prétendu Tren de Aragua et leur présence aux États-Unis ont été déclarés incompatibles avec la sécurité nationale de ce pays. Ensuite, tous nos compatriotes ont été stigmatisés comme narcotrafiquants. Et pire encore, il a été affirmé que pour la grande majorité, ce sont de dangereux criminels évadés de prisons et d'hôpitaux psychiatriques. Il s'agit d'une campagne xénophobe et raciste, comme on n'en avait pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale, contre une autre nationalité de migrants. Nous sommes en présence d'un exemple classique de propagande de guerre. Il n'existe aucun lien avec la réalité. Il n'y a ni preuve, ni besoin d'en présenter, seulement la répétition d'incohérences dans l'espoir de semer la confusion, de créer un brouillard qui permette l'agression. L'un des plus grands créateurs de propagande au sein du gouvernement des États-Unis, lors de l'invasion de l'Irak, l'a dit très clairement. Je cite, « Nous sommes désormais un empire, et lorsque nous agissons, nous créons notre propre réalité. » Et pendant que vous étudiez cette réalité, nous continuerons d'agir en créant d'autres réalités que vous pourrez également étudier. Et c'est ainsi que les choses se résoudront. Nous sommes les acteurs de l'histoire et vous, tous autant que vous êtes, ne pourrez qu'étudier ce que nous faisons. Fin de citation. Monsieur le Président, aujourd'hui les masques sont tombés. Toutes les excuses infotoxicantes pour empoisonner l'opinion publique se heurtent à la crudité des hauts fonctionnaires du gouvernement des États-Unis lorsqu'ils annoncent que le véritable objectif n'est pas la drogue, ni la sécurité, ni la liberté, mais le pétrole, les mines, la terre. Le 16 décembre, le vice-président des États-Unis a déclaré, je cite, « Le Venezuela est complètement encerclé par la plus grande armada jamais réunie dans l'histoire de l'Amérique du Sud. Celle-ci ne fera que grandir et le choc pour eux sera comme jamais ils ne l'ont vu, jusqu'à ce qu'ils rendent aux États-Unis tout le pétrole, les terres et les autres actifs qu'ils nous ont volés. Tout cela doit être restitué immédiatement. » Fin de citation. Le 17 décembre, le sous-chef de cabinet de la Maison-Blanche, Stephen Miller, a déclaré que toute l'industrie pétrolière vénézuélienne appartient aux États-Unis et a exigé sa restitution.
Le 20 décembre, le secrétaire à la guerre, Pete Hutchison, a affirmé que le blocus contre le Venezuela resterait pleinement en vigueur jusqu'à ce que notre pays rende aux États-Unis les actifs prétendument volés. Tout cela signifie que le gouvernement américain revendique de manière absolument unilatérale comme sienne la plus grande et la plus précieuse réserve de pétrole du monde, ce qui constituerait sans aucun doute l'un des plus grands et des plus flagrants actes de spoliation de l'histoire de l'humanité, une véritable injustice à l'échelle planétaire. Cette affirmation absurde confirme qu'il n'y a aucune limite à l'addiction du gouvernement des États-Unis pour le pétrole et que toutes les excuses avancées concernant notre pays n'ont été qu'un écran de fumée. C'est un plan de conquête et de colonisation qui n'a pas sa place au XXIe siècle. Un plan d'extorsion qui nous exige de livrer notre patrimoine et notre pays en échange du fait que les troupes américaines ne tirent pas sur notre peuple. L'affirmation insensée selon laquelle le pétrole vénézuélien appartiendrait aux États-Unis sous prétexte d'une supposée dette historique. Elle n'a aucun fondement juridique, politique ou historique. Elle est tout simplement inexistante. Aucune croyance, et encore moins une croyance imaginaire, comme dans ce cas, n'accorde à un État le droit de recourir à la force, et encore moins de s'approprier unilatéralement les ressources naturelles d'un autre État. Accepter une telle logique, cela reviendrait à admettre qu'en raison de l'énorme dette que les États-Unis eux-mêmes ont envers des pays comme la Chine, le Japon ou le Royaume-Uni, il serait légalement justifiable d'attaquer, de bloquer ou de confisquer totalement les actifs et ressources américains, ce qui est évidemment absurde et contraire à tout ordre juridique. Il convient également de rappeler que, dans la relation énergétique entre le Venezuela et les États-Unis, c'est le Venezuela. Le pays historiquement désavantagé en raison de schémas commerciaux et de conditions économiques injustes qui ont bénéficié pendant des décennies à la partie américaine. Le Venezuela reste ferme dans la défense de relations de coopération énergétique fondées sur l'égalité et le bénéfice mutuel, promues sur la base de l'égalité souveraine et du respect pour les deux parties. Il s'agit donc de l'une des propositions les plus déshonorantes et viles que nous ayons reçues dans toute notre histoire, et nous les rejetons du plus profond de notre honneur patriotique. La vérité est brutale et criminelle. Le gouvernement des États-Unis menace d'une attaque armée contre le Venezuela pour satisfaire les grandes corporations pétrolières, en particulier ConocoPhillips et ExxonMobil, pionnières dans le vol du pétrole vénézuélien. Les enfants des familles américaines recevront l'ordre de risquer leur vie pour remplir les poches des actionnaires des compagnies pétrolières, avec des milliards de dollars, tandis que des milliers de familles vénézuéliennes et américaines sont détruites. Il s'agit de sang pour du pétrole. Le sang pour du pétrole n'est pas une proposition noble, c'est indigne et inacceptable. La guerre pour le pétrole est la proposition de la mort, la même qu'ils ont offerte à l'Irak, à la Syrie, à la Libye et à tant d'autres. Le comportement du gouvernement américain confirme la phrase cynique de la propagande des guerres pour le pétrole qui affirme, je cite, « Il est regrettable que Dieu ait placé le pétrole des États-Unis sur le territoire d'autres nations. » Fin de citation. C'est la guerre de pillage et de rapine avec un drapeau tiré du gouffre des valeurs humaines. Nous devons souligner que la proposition du gouvernement des États-Unis, même si elle échoue, cela constitue un attentat contre l'ensemble du système des relations internationales et de manière particulière contre le Sud global, dont les peuples sont considérés comme inférieurs par le gouvernement américain actuel. Ce Conseil de sécurité perd tout son sens si le gouvernement des États-Unis persiste avec sa proposition destructrice. Personne n'est à l'abri. Personne. Il n'y a pas de principe pour régir nos pays et nos peuples. D'où l'importance que cet organe puisse remplir pleinement son mandat et, à cet effet, nous exigeons qu'il condamne explicitement cette agression en cours depuis les exécutions extrajudiciaires jusqu'aux actes de piraterie. Nous exigeons également qu'il prenne les mesures nécessaires pour que le gouvernement des États-Unis retire ses forces militaires, mette fin à l'usage de la force et lève le blocus unilatéral qu'il a imposé contre notre pays.
Et enfin, nous exigeons qu'un processus de reddition de comptes soit engagé afin de sanctionner ces faits et d'empêcher leur répétition. Dans le cas contraire, il s'agira de la consolidation d'un monde sombre, sans principes, sans idéaux, gouverné par la violence et le déshonneur. C'est le monde sans les Nations Unies. Nous le répétons, le Venezuela n'est pas la menace. La menace, c'est le non-respect du droit international. Le monde sait que, si l'escalade des attaques armées se poursuit, nous exercerons avec toute la détermination nécessaire notre droit inaliénable à la légitime défense, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Heureusement, l'avenir peut être différent. Nous avons tous vu comment, malgré la propagande belliciste, la grande majorité du peuple des États-Unis rejette toute tentative de guerre contre le Venezuela et exige la fin de l'agression en rejet de l'idéologie destructrice des guerres sans fin. Il n'existe aucune tension entre les peuples des États-Unis et du Venezuela. Il n'y en a pas. Au Venezuela, notre peuple est en paix, uni, rempli de foi patriotique, déterminé à défendre sa terre, sa famille, son patrimoine, son histoire et son honneur. L'Orénoque sera toujours vénézuélien. Il n'existe aucune force sur terre capable de nous arracher notre droit à l'existence. Monsieur le Président, pour conclure, permettez-moi à présent d'adresser quelques brèves paroles à notre peuple. C'est un honneur pour nous de représenter ici la voix de millions de Vénézuéliennes et de Vénézuéliens qui, dans notre patrie, travaillent sereinement à défendre notre droit de vivre en paix. Des millions de femmes et d'hommes qui travaillent dans les champs et les villes, dans les usines et les écoles, dans les hôpitaux et au sein de la force armée nationale bolivarienne, construisant une nation digne, indépendante et souveraine. Nous devons tous être fiers de vivre ce moment exceptionnel de notre histoire, ce moment où nous défendons notre patrie alors qu'une puissance étrangère, pleine d'arrogance, pense pouvoir faire de nous une colonie. Les Vénézuéliennes et les Vénézuéliens remercient la vie de leur avoir donné l'opportunité de lutter pour notre seconde indépendance et de montrer au monde de quoi nous sommes faits, d'optimisme, de fierté et d'amour pour la patrie. Le moment est venu de nous unir pour défendre ce qui nous appartient. Aujourd'hui, alors que nous nous préparons avec joie à célébrer Noël en famille, souvenons-nous aussi de tous les efforts de nos ancêtres qui nous ont légué la nation afin que nous la protégions pour nos fils et nos filles. Aujourd'hui, nous sommes responsables de défendre notre passé, notre présent et notre avenir. Vainquons le despotisme qui élève la voix. Gloire au peuple courageux qui a rejeté le joug. Sœurs et frères, ensemble nous vaincrons. Joyeux Noël à toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président.